à toutes et tous, je pense qu'on peut commencer. Bienvenue déjà donc, à l'atelier donc, sur les métiers de l'intelligence artificielle. Donc, bienvenue à la famille numérique. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui alors, sur une version un petit peu particulière, parce que comme vous le savez, on aurait dû se retrouver en présentiel, mais suite à un souci technique, en fait, donc on se rejoint aujourd'hui donc, sur un format 100% en ligne. Donc, merci en tout cas de participer donc, à cet atelier. Alors pour me présenter, je suis Manon Cosanet, je fais partie de ENI École Informatique. Et donc, on est les co-organisateurs de l'événement. Et donc, on est accompagnés, on n'est pas accompagnés, on a co-créé cet événement donc, avec la French Tech Brest Plus. Je ne sais pas, Alexandre, si tu peux, est-ce que j'ai la main pour passer la slide ou pas? Super, merci beaucoup. Et donc, on a co-créé cet événement donc, en 2018. Donc là, on est à la 4e édition maintenant, donc avec la French Tech Brest Plus, donc représentée par Alexandre Rétif, donc qui est connecté aujourd'hui, et la CCI donc, de Quimper, qui est représentée par Perrine Ferrec, et donc il manque juste Karen Quintin, qui fait également donc, partie de l'ENI. Je vais laisser donc la main à Caroline Argouage, donc, qui s'occupe de l'animation de cet atelier. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, donc vous voyez normalement sur votre droite tout au long de l'atelier, et puis du coup, on essaiera d'y répondre. Caroline, vas-y, c'est à toi. Merci Manon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'événement Femmes et Numérique. Donc, je suis Caroline Argois, je suis chargée de mission filière numérique au sein de l'association ADN Ouest, basée à la Pointe-Bretonne pour être au plus près des adhérents. ADN Ouest, en quelques mots, c'est une association qui anime et développe la filière numérique sur le territoire Grand Ouest, donc sur les régions Pays de la Loire et Bretagne. Et puis, on est ensemble pour 1 heure à peu près avec Tatiana et Patricia pour parler d'intelligence artificielle. Ça suscite beaucoup de questions et on aimerait bien répondre à certaines. Donc, Tatiana et Patricia vont nous aider à nous éclairer. Et je vais vous laisser vous présenter pour commencer. Donc, Tatiana, Patricia, qui commence? Tatiana? Oui, je vais bien, j'ai bien commencé. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Tatiana Kuisberg, donc je suis chargée de projet formation à l'ISEN à Brest, et donc ça fait à peu près 4 ans qu'on met en place des formations à destination des demandeurs d'emploi dans le secteur du numérique. On a fait des formations en développement, on a fait des formations en sécurité informatique, et depuis 1 an, on travaille avec Simplon, Microsoft et Simplon pour la mise en place d'une école. Alors, c'est l'école IA Microsoft Brest Plus by Simplon et ISEN. Donc, l'idée est également de former des personnes demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion sur les métiers de l'IA et en particulier développeurs en intelligence artificielle. Voilà. Merci Tatiana. Et Patricia? Bonjour, Patricia Lemaille, je suis apprenante à l'école Simplon au sein de l'ISEN. Après 7 mois en formation intensive, j'ai intégré le Crédit Agricole en contrat d'alternance au mois de juin. Donc, toi, tu fais partie de l'école que Tatiana vient de présenter. C'est ça. Ok. Première promo. Donc, comme le disait Manon tout à l'heure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Enfin, on a la chance de pouvoir avoir des plateformes aujourd'hui qui permettent d'avoir un peu d'interactivité, même quand on n'est pas tous en présentiel. L'idée, c'est, si vous avez des questions, c'est vraiment que Tatiana et Patricia puissent y répondre. Donc, n'hésitez pas pendant tout le temps de l'échange de mettre vos questions sur le chat. Il y a le PC qui est là pour justement qu'on puisse les suivre. Pour qu'on démarre un petit peu tous sur les mêmes bases, est-ce qu'à toutes les deux, vous pourriez nous faire une définition de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Oui, à toutes les deux, on va se compléter. Je pense alors, voilà, moi je vais parler de mon point de vue. Alors, je ne suis pas technicienne de l'informatique ou de l'intelligence artificielle, mais voilà, mon point de vue, ou ce qui est partagé aussi, c'est que l'intelligence artificielle, alors je vais reprendre la citation de Cédric Villani il y a quelques jours à Concarneau. Alors, l'intelligence artificielle n'est pas une intelligence. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Donc, je parle sous contrôle. Tu parles sous couvert. Je dis tu parles sous couvert, Tatiana. Oui, c'est ça. Finalement, l'intelligence artificielle, ça va être quoi? Ça va être des capacités de calcul, de l'apprentissage. Finalement, ce sont des techniques
qui permettent de réaliser des automatisations et de réaliser des prédictions en vue de simuler l'intelligence humaine, mais pas de la remplacer. Donc, voilà la définition que j'aurais. Et donc, effectivement, il y aura des techniques qui sont développées, pléthore techniques, et tout ça, c'est basé sur de la donnée et sur l'humain, finalement. Toi, Patricia, pour compléter, est-ce que tu aurais des infos? Ouais, du coup, pour compléter ce que vient de dire Tatiana, je vais dire que c'est une techno qui est axée sur la donnée qui connaît la plus grande évolution ces dernières années et qui touche un petit peu tous les secteurs d'activité, aussi bien la finance que les ressources humaines, en passant par l'e-commerce. Et en fait, pour schématiser brièvement ce que c'est que l'intelligence artificielle, le point de départ, c'est d'avoir des données sous n'importe quelle forme. Ça peut être des fichiers CSV ou des photos. Et on va travailler ces données en fait pour qu'elles soient le plus claires possible et le plus exploitables. Parce que si les données ne sont pas claires, en fait, le modèle sera biaisé derrière. Et on estime que les data scientists passent 85% de leur temps à nettoyer les données pour rendre le modèle le plus fiable possible. Et suite à cette transformation des données, en fait, on va séparer notre jeu de données en deux parties. Une partie qui sera une partie d'entraînement et une autre qui sera une partie test. Et on va entraîner ce modèle suite à des algorithmes qui existent. Ça peut être des XGBoost ou des modèles de prédiction. Je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail. Et suite à ça, on va avoir un modèle de prédiction. Par exemple, si on prend l'exemple de photos, on peut imaginer qu'on ait des photos avec des chiens et différents animaux. Et en fait, on va entraîner le modèle en labellisant les photos, en disant ça c'est un chien, ça c'est pas un chien. Et la machine sera capable d'apprendre par elle-même et de dire à la fin, quand on lui présente des photos, si c'est un chien ou si c'est pas un chien. Pour faire une une présentation rapide. Mais du coup, ça suppose que quand on l'entraîne, s'il y a une nouvelle race de chien qui arrive, faut qu'on enrichisse cette nouvelle image pour que, en permanence, le logiciel continue à rester à jour finalement et connaisse en permanence toutes les évolutions parmi les races de chiens possibles. C'est ça, exactement. Il faut toujours alimenter le modèle. En fait. Ok. Donc, on passe 85% à entraîner le modèle pour préparer les données en fait, et avoir le meilleur modèle possible. Okay, d'accord. Et il y a différents champs d'application. On peut faire ça pour les photos là, dont on vient de parler. Ça peut être aussi de la lecture de documents. Où on va scanner par exemple une facture et la machine va être capable de lire les données et de transmettre les données à un ordinateur en fait, et d'éviter de tout ressaisir et d'éviter les erreurs. Ça peut être aussi avec des modèles prédictifs. Okay. Comme par exemple, notre abonnement de téléphone arrive à échéance et en fait, on se rend compte qu'on reçoit plein de coups de téléphone de notre opérateur pour nous dire votre abonnement va arriver à terme. Et en fait, en amont, ils peuvent avoir utilisé l'intelligence artificielle et avoir une espèce de fiche d'identité du client qui est susceptible de partir de la société et en amont, avoir les éléments pour retenir les clients. Ok. Donc, l'intelligence artificielle, ça peut être sur il peut lire une image, donc repérer des couleurs, il peut lire des lettres, enfin, du texte, et aussi du son. Enfin, voilà, son il peut aussi, tout lire, quoi, finalement. Ça peut être aussi le chatbot. Quand on est sur Internet, quand on va consulter sa banque, par exemple, on a souvent la petite fenêtre en bas qui dit bonjour, en quoi puis-je vous aider? Et en fait, là-dedans, il n'y a pas du tout d'humain. C'est des algorithmes qui sont entraînés pour répondre aux différentes questions. Qui vont lire le texte écrit par la personne et qui vont permettre de répondre, enfin, d'apporter des réponses en fonction de ce qui est écrit. C'est ça. Okay. Et on dit qu'à peu près, il y a 15% des services clients maintenant qui fonctionnent les chatbots. Ok. Donc, quand on dit que c'est en évolution, on comprend vraiment que c'est en évolution depuis des années, mais ça continue à évoluer en permanence. Dès qu'on crée une nouvelle image, un nouveau texte, finalement, il faut toujours entraîner cette machine pour que l'intelligence artificielle continue à être à jour. C'est ça. Ok. Donc, je pense qu'on commence à voir un petit peu à quoi ça ressemble, cette intelligence artificielle. On voit par les exemples que vous avez donnés que c'est de plus en plus présent aussi dans nos sociétés et que ça nécessite des formations pour maîtriser toute cette technologie. Est-ce que, Tatiana, tu pourrais nous présenter un petit peu l'école Microsoft IA qui est basée à Brest, savoir qu'est-ce qu'on y trouve, est-ce qu'il y a plusieurs formations, est-ce qu'il n'y en a qu'une seule? Est-ce que tu peux nous développer un petit peu tout ça? Oui. Effectivement, donc, alors, il existe effectivement plein de métiers autour
autour de l'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai que l'intelligence artificielle a une image, vous voyez, pas de robots, mais de technologies très, très avancées. Mais l'intelligence artificielle, comme l'a expliqué Patricia, ça couvre énormément de choses, et en particulier la donnée. Donc, en termes de métier, il y a des personnes qui vont développer des modèles. Donc, ça va être des data scientists, des personnes qui sont ingénieurs en intelligence artificielle, qui ont des connaissances mathématiques, parce qu'on part quand même de là, et qui vont développer des modèles de prédiction, des modèles pour avoir des algorithmes derrière et intégrer des paramètres qui vont faire que la détection des données va être encore meilleure. Par exemple, pour dire que c'est un chat ou un chien, effectivement, il va y avoir des personnes qui vont avoir un profil plus data scientist ou conception de modèles et mathématiques. Et on va aussi avoir besoin de personnes qui vont être capables de trouver la donnée, de trier la donnée et de faire une bonne sélection de cette donnée, parce que finalement, le modèle, s'il est bien construit, s'il y a des problèmes au niveau de la donnée, ça va pas donner de bons résultats. Donc, alors, on est parti, je dis on, mais c'est vrai que c'est l'école IA à Brest, c'est parti d'un projet de Microsoft, en fait, qui s'est rendu compte qu'effectivement, on a des personnes qui sont en capacité de créer ces modèles, mais on a plus de difficultés à trouver des personnes qui savent utiliser les modèles et qui savent bien traiter les données en amont. Donc, en 2018, il y a une première école qui a été mise en place pour former des personnes qui savent utiliser les algorithmes, qui savent utiliser les modèles et qui savent les appliquer et les développer pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Donc, on n'a pas forcément… on a mis en place cette école et à destination de personnes qui n'ont pas forcément des connaissances niveau ingénieur ou qui ont fait des grandes études. Donc, l'école IA, c'est une formation pour des demandeurs d'emploi ou des personnes en reconversion qui s'intéressent à l'informatique, qui s'intéressent à l'IA, qui s'intéressent aux mathématiques, mais qui n'ont pas forcément envie tout de suite, au départ, de développer des modèles. Donc, une formation qui est intensive parce qu'elle se déroule sur 7 mois. Pendant 7 mois, on va former les personnes aux bases de données. Mais, Patricia en parlera mieux que moi parce qu'elle fait déjà cette partie-là. Mais on va former les personnes aux bases de données, au développement en Python et à la connaissance des modèles mathématiques ou d'intelligence artificielle et pour voir comment elles peuvent les appliquer. Enfin, j'ai entendu. Il y avait quelqu'un qui voulait parler, peut-être poser une question. Ok. Donc, c'est 7 mois intensifs et ensuite, il va y avoir un contrat de professionnalisation dans une des entreprises partenaires de travail sur l'école, sur le territoire finistérien, parce que ce n'est pas uniquement en Brest. Mais voilà, donc l'idée, c'est de donner la possibilité à des personnes qui ont la motivation d'aller vers les métiers de l'intelligence artificielle et du développement en intelligence artificielle. Donc, il y a beaucoup de Python, il y a beaucoup de maths, il y a beaucoup de bases de données, mais ça permet d'utiliser et de travailler dans des équipes où on a à la fois des profils ingénieurs qui vont développer les modèles et développeurs en intelligence artificielle ou sur la data qui vont utiliser et appliquer dans des logiciels, dans des outils, ces modèles d'intelligence artificielle. Ok, donc on voit qu'il y a plusieurs, c'est vraiment une volonté de Microsoft de développer ces métiers-là à travers l'implantation un peu partout en France. On a la chance d'en avoir une à la Pointe-Bretonne. Est-ce que tu disais, Tatiana, que c'était accessible à tout le monde. Est-ce que tu peux, à travers vos 2 promos, si je ne dis pas de bêtises, que vous avez réalisées sur Brest, illustrer un petit peu en quelques exemples les parcours des personnes, dire d'où elles venaient pour montrer que
tout le monde n'était pas déjà aguerri et à fond sur l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Alors, on a effectivement une deuxième promo qui vient de commencer là, fin novembre. Alors, sur des types de profils, sur la première promotion, donc il y a 20 apprenants. On a alors déjà en tranche d'âge, on va de 20 à 48 ans, il me semble. Voilà, c'est ça, 48. Donc, il n'y a pas de critère d'âge déjà. On a 30% de femmes, et là, c'est plutôt une bonne chose hein, sur la première promotion. Et alors, en termes de parcours, effectivement, on a un quart de la promotion qui est à niveau bac ou inférieur. Donc, on n'exige pas de diplôme à l'entrée. Nous, ce qu'on veut, c'est que les personnes soient motivées par le développement informatique, en particulier le Python, donc qu'ils aient quand même quelques bases qui montrent qu'ils ont un intérêt et qu'ils ont essayé déjà de comprendre un petit peu ce langage-là. Donc, on est sur du Python, mais après, ils en font d'autres. Hein. Qui a une volonté de travailler dans ce domaine. On a une personne qui a quitté l'école avant le bac parce que ça ne lui correspondait pas et qui maintenant se retrouve dans la formation et se débrouille plutôt bien en mathématiques et en base de données. Donc, finalement, voilà, c'est laisser des chances. On a une personne qui était dans la restauration, cuisinier, hein, donc, qui maintenant se reconvertit. Après, on a des personnes qui étaient dans d'autres secteurs. Bon, maintenant, moi, il faut que j'arrive. Il faut que tu fasses ça va arriver. Il faudrait que vous coupiez votre micro. Ouais, qui était dans la biologie, où là, on a une personne qui a fait des études en histoire contemporaine et qui avait une vocation à aller vers les archives, mais qui en fait a fait le lien avec l'intelligence artificielle et qui dit qu'effectivement, l'intelligence artificielle a sa place aussi dans ce secteur-là. Donc, c'est vraiment très varié. Et c'est ce qui est intéressant aussi parce que toutes ces expériences et toutes ces compétences, même si elles ne sont pas directement des compétences en développement ou en données, enrichissent le parcours et permettent de créer et d'identifier finalement des nouvelles solutions en intelligence artificielle. Donc, c'est important d'avoir cette variété aussi de profils. Et donc, tu disais qu'il n'y a pas forcément besoin de prérequis particuliers, si ce n'est une grande motivation, curiosité et l'envie d'apprendre, puisque 7 mois, c'est intense. Patricia le confirme. Il faut se dire que pendant 7 mois, j'organise ma vie peut-être différemment, surtout si j'ai des enfants, une maison à gérer. C'est vrai que pas de prérequis, mais par contre, une grande motivation et une volonté de se donner du temps pendant quelques mois, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, parce que voilà, c'est une période un petit peu difficile. Il faut effectivement avoir une bonne organisation, mais voilà, je pense que les montées en compétences, quand on voit les retours qu'on a par les entreprises qui sont surprises des montées en compétences en 7 mois. C'est les retours qu'on a avec nos partenaires qui nous disent oui, techniquement, c'est assez impressionnant. De voir ce qu'ils sont capables de faire maintenant, alors qu'a priori, ils n'avaient pas ces compétences, mais elles étaient peut-être juste un peu cachées, il fallait juste les révéler. Et on peut aller, par exemple, si une personne souhaite poursuivre après les 7 mois, il y a possibilité de raccrocher d'autres formations pour aller plus loin? Oui, pardon. Ok. Oui, non, mais tout à fait. En fait, la formation permet d'obtenir, sous réserve de le réussir, mais il n'y a pas de raison, d'obtenir un titre professionnel qui est donc déposé au RNCP et qui a un équivalent bac plus 3, 4. Donc, c'est un niveau 6, il me semble, niveau 6, ouais. Donc, ça permet voilà, d'avoir une certification de compétences sur l'intelligence artificielle. Ok. Après, Okay. Merci.
Patricia, toi, tu as intégré la première promo, tu as fait le crash test. C'était à l'automne 2020, si je dis pas de bêtises. Et juste, comment c'est arrivé dans ta vie cette formation? C'est quoi ton parcours et comment tu as découvert cette école, l'intelligence artificielle? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? Oui, bien sûr. Du coup, je travaillais une vingtaine d'années avant d'intégrer la formation. Ouais. Et j'étais plus dans le domaine gestion financière, ressources humaines. D'accord. Et dans différents secteurs d'activité, je travaillais dans les TP, l'industrie et l'agroalimentaire. Pas numérique du tout. Pas numérique du tout, non. Ok. Et du coup, qui sont aussi des secteurs assez innovants. Et en fait, dans les fonctions administratives, il y a beaucoup de tâches répétitives et chronophages et beaucoup de données. Donc, en fait, quelque part, il y a une frustration qui est née de passer beaucoup de temps à faire des travaux sans valeur ajoutée, au dépit de l'analyse, parce que je ne connaissais pas les outils. Et par exemple, le langage informatique Python, à l'époque, je ne connaissais pas. Donc, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à tout ce qui était transformation numérique, transformation digitale. Et je suis venue par hasard il y a 2 ans au salon du numérique et de la femme. Femme et numérique, ok. Femme et numérique. Donc c'est ça qui t'a... Ça m'a fait une petite ouverture déjà sur les différents métiers du numérique. Donc ça a fait son petit chemin. Et à un moment, il y a eu la pub pour, je crois que c'était dans Côté Brest que j'avais vu à l'époque pour l'ouverture de l'école Microsoft, qui en plus de la formation proposait derrière une alternance. Donc derrière, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y avait déjà la formation intensive qui permettait d'apprendre de nouvelles choses. Et derrière, la mise en pratique en entreprise directe. Il y avait un parcours déjà, c'est ça. C'était pas retour forcément sur le banc de l'école, tu avais un côté très pratico-pratique, professionnel. Ouais. Et puis du coup, en fait, dans la formation, ce qui est aussi mis en avant, c'est que c'est pas un côté pédagogique normal, c'est on apprend en faisant en fait. On a des directions, c'est nous qui cherchons sur Internet. On travaille beaucoup en équipe. Donc, du coup, comme disait Tatiana, la promotion est assez hétérogène. Donc, du coup, le mélange des compétences est très complémentaire, en fait, parce que chacun a une approche différente. Et du coup, le fait de travailler ensemble, on a tous monté en compétences ensemble, en fait. Donc là, toi, tu as fini les 7 mois intensifs et tu es passé sur la partie alternance. C'est ça, en juin, du coup. Du coup, on est sur un rythme de 3 semaines en entreprise, 1 semaine en cours. Ok. Pour une durée de combien de temps, là? Un an. Ok. Donc, on a parlé un petit peu de la partie formation, mais derrière, quel métier se cache une fois qu'on a exercé, qu'on a en tout cas fait les apprentissages au niveau de la formation? Qu'est-ce qu'on peut exercer? Est-ce que Tatiana, tu peux nous éclairer une fois qu'on a le diplôme en poche? Ouais, alors, une fois qu'on a le diplôme en poche, on peut exercer... ça va dépendre. Après, ça va dépendre de la structuration aussi des entreprises dans lesquelles on peut travailler. Mais on peut travailler dans un pôle data, par exemple, d'une entreprise, donc sur tout ce qui est de la donnée et traiter cette donnée. Alors, pour vous donner des exemples, on a parmi nos apprenants des personnes au sein d'une même entreprise qui vont avoir des missions différentes. Il y en a un qui va, par exemple, s'occuper de mettre en place tout ce qui est tableau de bord. Donc, automatisation des tableaux de bord avec données, c'est des tableaux de bord de prévision. Donc, on va avoir plutôt orienté sur la donnée. Et on en a d'autres on en a un autre sur un même pôle, un pôle data, qui va, lui, traiter cette donnée pour faire de l'analyse par exemple, pour détecter le niveau de qualité d'un échantillon de produits, par exemple. Donc, on va vraiment avoir des pôles différents selon les compétences qui sont développées. Il y a des personnes qui seront meilleures en développement informatique et donc qui vont appliquer, qui vont développer pour pouvoir mettre en place l'intelligence artificielle sur un outil, et d'autres qui vont être plutôt sur le traitement amont des données. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en fait, il ne faut pas avoir peur des données parce qu'en général, on va aller vers ces postes-là. Parce qu'il faut de la donnée pour faire de l'intelligence artificielle. C'est la base, quoi. C'est la base. Ouais, c'est la base, ouais. Base de données, donc voilà. Ok. Et après, c'est vrai que je vois Patricia aussi, au niveau des missions qui sont confiées, il y a aussi cette étude amont des besoins et de voir quels outils peuvent répondre aux besoins exprimés par le métier, en fait, par les utilisateurs.
C'est ça. Ouais, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait mon alternance au sein du Crédit Agricole et nous sommes 3 de la promotion. Donc on vient d'univers, on peut dire, totalement différents. Il y a un de mes collègues qui vient de la biologie marine. Il y a un autre collègue qui était dans la maintenance informatique. Donc, du coup, en fait, on a des Vous êtes complémentaires, en fait. Et du coup, ça matche bien pour travailler ensemble. Et on a 2 missions principales. La première, c'est participer à la mise en place de l'intelligence artificielle, comme disait Tatiana, au sein de la caisse. Et la deuxième, c'est de travailler sur des projets. Et du coup, au sein de la caisse, l'acculturation a commencé déjà il y a plus d'1 an par des cafés digitaux pour préparer les collaborateurs à ce que c'était l'intelligence artificielle. Suite à ça, il y a eu une sensibilisation du comité de direction et d'une quarantaine de managers, où en fait Saint-Flon est intervenu pour donner un petit peu des cas d'usage et expliquer qu'est-ce que ça pourrait apporter aux collaborateurs au quotidien ou au niveau de l'entreprise, ou ce qui pourrait développer pour bénéficier, pour profiter de l'intelligence artificielle. Et suite à ça, il y a eu un appel à projet au sein de la caisse et tous les collaborateurs étaient invités à proposer les projets qu'ils voyaient au sein de leur service. Et ça a été un succès en fait. Il y a eu plus de 19 projets qui ont été retenus au niveau de la caisse, dont 3, et ça a été poussé devant un comité technique qui a prioritisé les projets en fait. Et les projets étaient assez variés, ça allait du tri d'abord de mail en passant à la prédiction client, à la lecture de documents. Et donc 3 projets ont été prioritisés, 3 projets assez différents et assez vastes pour justement mettre en place tous les différents systèmes informatiques, parce que quand on est dans le domaine bancaire, c'est assez sécurisé, donc on ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Donc du coup, ça se met en place progressivement. Et nos 3 projets sur lesquels on travaille ensemble, il y en a 2 projets qui consistent à de la lecture de documents. Ça va être par exemple des crédocs, donc essayer d'identifier tous les champs d'un crédoc, ce qui est un cas assez complexe parce que c'est des documents non structurés. Chaque document est unique. Donc là, au niveau de quand on parlait tout à l'heure d'entraîner la machine pour reconnaître les documents, il y a une phase de test qui doit être très grande et pour rentrer ces documents qui ne sont pas du tout uniformisés. C'est ça, ouais. Ça va prendre beaucoup de temps. Et après, une fois que ça marche, au quotidien, c'est vraiment un gain de temps. Et c'est surtout pendant ce temps-là, la veille technologie ou la veille réglementaire, comme ça évolue beaucoup, surtout dans le domaine international. Donc, ça apporte beaucoup de valeur derrière. Ou ça peut être des documents que les directeurs d'agence doivent contrôler et éviter le contrôle manuel. Et aussi ou de la prédiction dans un autre domaine totalement différent, où là, on travaille essentiellement sur de la donnée chiffrée et on va essayer de prédire des comportements marketing. Donc, vous êtes vraiment là, en fait, au sein d'un groupe bancaire, au service des différents métiers qu'on va retrouver dans le groupe bancaire pour faciliter leur quotidien. C'est ça, ouais. Et ça concerne vraiment tous les champs des possibles. Donc, vous êtes vraiment sur une phase, vous avez une mission quelque part de vulgariser votre métier auprès des autres pour dire, en fait, il y a un intérêt à ce qu'on bosse ensemble. On va créer des technos pour améliorer derrière vos quotidiens, mieux gérer la boîte mail, etc. Ça devient plus concret pour vos collègues qui ne parlent pas forcément intelligence artificielle. Ouais, et puis, le gros avantage, c'est que c'est en local ici, au niveau de la caisse, parce qu'il y a aussi l'IA déjà au niveau groupe, où ils développent des outils communautaires, par exemple le chatbot dont on parlait tout à l'heure, qui sert pour les conseillers s'ils ont des besoins d'informations, ou à tous les collaborateurs, donc qui est déjà intégré dans le quotidien, mais sans vraiment savoir aussi que c'est de l'intelligence artificielle. Donc le fait qu'on soit là au quotidien, ça permet de... Ça rend plus concret, quoi. C'est ça, c'est pas la boîte marquée. Et donc tu disais que tu réalisais ce métier dans le secteur bancaire, et est-ce qu'il y a d'autres... vous répondez qu'à des projets. Enfin, aujourd'hui, votre équipe, elle répond qu'à des projets internes, ou il y a une autre partie que... Pour l'instant, comme ça se met en place progressivement, on est plus sur des projets. Que des projets. Ouais. Et on est intégré au service data, qui nous aide en termes de données. D'accord. Okay. Donc, on a vu que dans le secteur bancaire, un petit peu comment ça pouvait se structurer. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité sur lesquels on peut travailler l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a des services qui existent dans d'autres secteurs? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples un petit peu toutes les deux? Ça touche tous les secteurs d'activité. En fait. Ouais, ça peut être aussi bien la santé que l'agriculture, que le film. Tous les sujets sont vraiment
assez varié, quoi. Tatiana, tu as des exemples par rapport aux entreprises partenaires de l'école pour illustrer un Ouais, petit peu? ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on travaille par exemple avec le CHRU. Donc, et des projets dans la santé, il y en a beaucoup qui peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour faciliter, par exemple, faciliter le travail des médecins dans le diagnostic. Je crois qu'ils ont travaillé sur un cas où il fallait effectivement détecter sur des radiographies des tumeurs, par exemple. Alors, en fait, l'intelligence artificielle va permettre peut-être d'apporter une aide sur un diagnostic, par exemple. Là, typiquement sur la détection de tumeurs, ça ne va pas être la machine qui va décider si c'est oui ou non, mais qui va donner ses résultats à un médecin qui, lui, va trancher par rapport à d'autres résultats. Donc oui, voilà, dans le domaine de la santé, on a aussi donc une apprenante qui est dans un laboratoire et qui permet de modéliser des prothèses de genoux, par exemple. C'est tout un projet qui, en utilisant l'intelligence artificielle, la modélisation va être plus précise et plus fine. On a aussi des partenaires dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture aussi, dans l'industrie. Donc, ça touche vraiment tous les secteurs. L'intelligence artificielle, par exemple, la détection sur des images peut être utilisée pour faire des comptages automatiques. Je sais qu'il y a des projets qui ont été réalisés sur nos côtes pour compter, par exemple, le nombre de phoques. Hein, ça évite, en fait, l'intelligence artificielle va permettre de gagner du temps et de faire qu'on va être des humains augmentés avec cette part d'intelligence artificielle. Tout ce calcul qu'on n'a pas forcément le temps de faire, l'intelligence artificielle va nous le faire et va nous aider à être meilleurs sur d'autres points qu'on ne peut pas simuler en intelligence artificielle. Donc finalement, peu importe, si on aime un secteur d'activité, si on a envie de travailler dans un secteur d'activité en fonction de ce qu'on aime faire, ce qui nous intéresse, on devrait trouver de l'intelligence artificielle en cherchant un petit peu. On trouvera forcément une entreprise qui pourra nous accueillir dans ce secteur-là, finalement. Oui, c'est vraiment varié. Après, la problématique à l'heure actuelle, c'est peut-être un peu de démystifier l'intelligence artificielle, de dire, oui, l'intelligence artificielle, vous la connaissez déjà, ce n'est pas uniquement des choses très, très haute technologie qui peuvent parfois faire peur. L'intelligence artificielle, elle est présente dans notre quotidien. Donc, elle est déjà là. À partir du moment où il y a des données, où on a des suggestions sur Internet, les suggestions de contact dans les réseaux sociaux, tout ce qui peut être, comme disait Patricia tout à l'heure, les chatbots, c'est basé sur des techniques d'IA. Donc, c'est déjà là. Il ne faut pas en avoir peur. Et ça rend de forts services, de bons services quand c'est bien utilisé et quand c'est bien programmé. Mais finalement, quand on entend ça dans les médias, on regarde ça un petit peu comme une bête noire qui va piquer notre travail, etc. Mais on ne se rend pas compte qu'on l'utilise déjà au quotidien. On parlait des chatbots quand on est sur une appli de prêt-à-porter, par exemple, et qu'on voit comment je peux vous renseigner et qu'on dit j'hésite entre telle taille et telle taille. Finalement, on parle déjà d'une intelligence artificielle sans le savoir. Il me semble que Waze aussi utilise de l'intelligence artificielle. Donc, et ça, on l'utilise de manière assez facile dans nos quotidiens, donc sans se rendre compte. On se rend plus compte, ça fait partie. Ça fait partie. Et justement, toutes les optimisations de trajets. Oui, derrière, il y a des algorithmes qui vont chercher les trajets les plus courts ou les plus rapides, en fonction des autres données qui ont déjà été remontées sur les applis. Donc oui, on n'a pas l'impression que ce soit une intelligence artificielle parce que c'est dans notre quotidien, mais oui, il y a des techniques derrière qui y sont. Et on y contribue parce que du coup, quand on indique sur Waze, pour reprendre cet exemple-là,
qu'il y a un accident à tel endroit et qu'on le confirme ou des choses comme ça. Quand on parle d'entraîner la machine pour qu'elle continue à rester performante et à jour, finalement, nous, utilisateurs, on contribue à mettre à jour cette intelligence artificielle-là. Ouais. Même toutes les photos qui sont publiées sur les réseaux sociaux, à un moment, elles servaient à alimenter toutes des Ah bases oui. aussi au départ. Parce que c'était des photos faciles à avoir pour… accessible. Ouais, c'est Okay. Quand, Ça donne des bases de données à dispo, quoi. C'est ça. Okay. quand vous avez les petits captchas où on vous demande préciser à tel endroit si vous voyez un pont, pour dire voilà, je ne suis pas un robot. Ben, parfois, vous avez des petits captchas, des petites photos. On nous dit ben, indiquez-nous les photos où vous avez un pont. Tout ça, ça alimente en fait ces bases de données. Donc, il y a une interaction. Voilà, nous humains, donnons à la machine des labellisations finalement sur ce qui est un pont, ce qui n'est pas un pont, ou ce qui est une voiture ou pas une voiture, ou un feu ou pas un feu. Donc, tout ça nourrit et ce qui fait que ben, voilà, ça nourrit des intelligences artificielles qui permettent de faire des calculs plus rapides. Et si, justement, toutes les deux, comment vous voyez le développement de l'intelligence artificielle, alors si on prend un peu de recul, dans nos sociétés ou par vos formations, parce que finalement, vous la côtoyez au quotidien, est-ce que vous avez des idées un petit peu de comment les métiers pourraient évoluer, tendre à l'avenir ou pas du tout, on va rester là et on n'évoluera plus jamais de la vie? Je pense que c'est plutôt l'inverse. Et quand on avait une inauguration de l'école, en fait, il y avait le président de Microsoft qui était là et qui avait justement assimilé l'intelligence artificielle à la quatrième révolution, en fait. D'accord. Quatrième révolution industrielle, après l'électricité, la vapeur et l'automatisation par la robotisation. Donc, du coup, en fait, l'intelligence artificielle va inévitablement faire partie de notre quotidien. Après, il ne faut pas forcément en avoir peur. C'est plutôt apprendre comme quelque chose qui va améliorer notre quotidien. On dit qu'il y a 85% des métiers qui vont évoluer d'ici 2030. Donc, c'est pas forcément, tout ne va pas forcément changer du jour au lendemain, mais il y aura des évolutions et on passera peut-être plus de temps à des tâches avec des grosses valeurs ajoutées que des tâches sans valeur ajoutée. Okay. Enlever les tâches peu valorisantes, quoi. C'est ça, ouais. Il me semble que dans la comptabilité aussi, tout ce qui est saisie, c'est très fastidieux, ça prend beaucoup de temps et il y a des groupes sur le territoire breton qui travaillent avec l'intelligence artificielle pour dégager du temps aux comptables sur la partie saisie pour qu'ils se consacrent davantage à ce qui est essentiel, c'est-à-dire le conseil envers leurs clients. Donc, et là, on utilise l'intelligence artificielle pour valoriser le métier du comptable et se concentrer à son client. C'est ça, ouais, passer vraiment du temps à l'analyse et au conseil. Tatiana, toi, tu as un regard rien à ajouter parce qu'effectivement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, l'IA va permettre va transformer les métiers, mais pour permettre justement plus cette analyse et utiliser la partie humaine de l'intelligence en automatisant des tâches. Voilà, on va faire des hommes et des femmes augmentés qui partiront d'une matière comme transmise par l'intelligence artificielle et qui peuvent utiliser cette matière pour avancer, pour prévoir d'autres et développer d'autres projets. Il y a Virginie qui pose une question. Elle aimerait comprendre davantage le contenu du cursus, puisqu'elle est étonnée de la diversité des applications, data analyst, NLP, etc. Est-ce que je pense peut-être plus Tatiana et puis Patricia pour compléter? Oui, on répond aux questions tout de suite maintenant. Oui. On prend au fil de l'eau. On prend les questions. Ok. Alors, donc le cursus, c'est donc ce sont donc 7 mois avec des travaux en projet sur des projets qui peuvent varier sur les bases de données d'abord pour commencer et puis après sur de l'analyse. Alors, qu'est-ce que vous voulez alors, j'ai pas la question. Oui, peut-être je vais prendre la parole, ce sera plus simple. Non, en fait, j'étais très étonnée parce que vous parlez à la fois de data, de fonctions qui sont liées aux data analystes, aux data scientifiques, à la NLP, etc. Donc, c'est extrêmement varié. Je voulais comprendre comment est-ce que vous vous positionnez. J'ai compris que c'était une formation très intensive. Maintenant, par rapport à ce genre de projet où il y a des gens qui généralement sont sur des verticales,
Je voulais comprendre davantage, en fait, quelle était votre approche. Est-ce que vous mettiez, en fait, est-ce que c'était juste une découverte des outils pour qu'après, dans les équipes, en fait, les élèves apprennent sur le tas, entre guillemets, ou comment ça passait l'intégration, en fait, de votre cursus Alors, professionnel? effectivement, l'idée première de Microsoft, c'était de former des personnes qui soient en mesure d'utiliser leurs outils, et notamment Microsoft Azure qui couvre la palette des différentes techniques. Donc, pour savoir utiliser et intégrer ces éléments-là, il faut des personnes qui les connaissent. Donc, voilà, on va former les apprenants aux différentes possibilités voilà, NLP, il va y avoir tout ce qui est vision. Voilà, c'est les enseignants-chercheurs qui présentent l'ensemble des différentes techniques. Et nos apprenants sont en mesure, alors pas de développer les modèles forcément, mais de savoir quel modèle utiliser par rapport à la problématique qui est posée. Mais en termes d'intégration, du coup, dans les équipes, dans des équipes en fait IT existantes, comment est-ce que ça se passe? Parce que je comprends qu'il y a déjà le fait d'avoir des profils très différents, éventuellement des âges différents. Il y a un premier aspect de cette intégration. Et puis également, justement, du fait de ce profil, entre guillemets, de couche utilisateur, que je comprends de vos propos. Comment est-ce que ça se passe concrètement au niveau des équipes existantes? Comment les gens sont intégrés? Bien. C'est difficile de vous dire, mais effectivement, ça va dépendre des structures. Et il y en a, comme je vous disais, il y en a certains qui vont être plus positionnés sur de la data, et donc qui vont être sur de l'amont, plutôt de l'analyse de données, et d'autres qui vont être sur la conception de projets utilisant l'intelligence artificielle. Donc, ça va vraiment dépendre de la structuration initiale de l'entreprise. Il y a différents niveaux de maturité dans les entreprises. Donc, on va avoir vraiment… ça va vraiment dépendre de ça. Mais j'allais dire, c'est vraiment propre à chaque société, donc comme quand on intègre un nouveau boulot, mais peut-être que Patricia peut donner son retour sur… Pour compléter ce que disait Tatana, en fait, au cours de la formation, souvent on commence une nouvelle méthode, par exemple NLP, en faisant de la veille, où on est divisé en groupes, et chaque petit groupe va s'acculturer sur cette méthode. Et en fait, on fait des présentations pour remonter aux autres membres de la promo ce qu'on a trouvé, en fait. Donc, on apprend des uns des autres sur les différentes techniques. Et donc, ça c'est une entrée en matière sur les techniques. Et derrière, on a un cas concret qui nous permet, par exemple, dans le cadre de la NNP, on avait travaillé sur un projet pour la classification des CV. Donc, on mettait notre programme permettait de ressortir tous les mots d'un CV pour faire une base d'entraînement. Et après, quand on ingérait un nouveau CV, il était capable de dire pour quel poste la personne postulait ou pas. Et derrière ça, on a des intervenants qui viennent un petit peu de tous les horizons. On a des intervenants propres de l'ISEN et des intervenants extérieurs qui ont leur propre société et qui nous acculturent et nous expliquent aussi au quotidien ce que c'est le métier, quoi. Il y a vraiment une formation théorique et pratique. Et beaucoup, on apprend en faisant. Mais en fait, dans cette approche-là, Patricia, quelle est votre expérience par rapport au terrain, dans le sens où vous allez dans une entreprise qui est un petit peu déjà structurée ou qui a déjà des projets en cours, il y a des ingénieurs IT sur l'architecture, etc. Et vous arrivez vous vous positionnez en fait en tant que, sur une couche utilisateur, entre guillemets, interface utilisateur. Comment est-ce que vous êtes accepté? Comment vous êtes intégré dans les équipes? Parce que, par exemple, Simplon, typiquement, c'est l'école en France très connue sur le no-code. Donc, comment est-ce que vous gérez cette culture no-code avec des gens qui sont ingénieurs, ingénieurs informaticiens? Comment, concrètement, ça se passe pour vous? En fait, on va dire qu'il y a deux phases. Quand on est au niveau de la caisse locale, il n'y a pas ces métiers en local. Il y a des spécialistes de la donnée qui sont très pointus et qui connaissent très bien leur métier et qui ne travaillent pas du tout sur l'intelligence artificielle, mais sur des méthodes statistiques ou Business Object ou Excel. Donc, du coup, c'est beaucoup de transmission par rapport à la donnée.
Et justement, le fait d'arriver avec une nouvelle méthode de données, justement, c'est complémentaire en fait. C'est bien apprécié. Ça se passe très bien. Et d'un autre côté, il y a, au niveau groupe, justement, ça s'appelle un data lab, qui est un centre RD, si on peut dire ça comme ça, où du coup, il y a tous les data scientists. Et à terme, on est en train de mettre en place des façons de travailler. Et dans le but, c'est de travailler en collaboration tous ensemble. Nous, on leur montre, entre guillemets, ce qu'on a fait, et eux nous structurent au niveau des usages de la caisse. En fait. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, c'est intéressant de voir qu'en fait, donc vous êtes très bien accueillis. Apparemment, vous êtes très bien intégrés aux structures existantes. En fait, vous êtes vus comme complémentaires. Je pense que le fait qu'il y a eu une acculturation progressive avant aussi, ça fait qu'on n'est pas arrivé comme des cheveux sur la soupe et que le message était prêt. Et au cours de la formation, en fait, on est à 3 PAE. Au départ, c'est 3 jours. Après, c'est 4 jours et c'est 5 jours. Donc, en fait, les équipes commencent à nous connaître progressivement aussi. Toute l'intégration est pensée de A à Z. Ouais. Et on arrive au bon moment. Nous, on a eu la chance, par exemple, d'arriver au premier lancement du Café Digital. Donc, on a un petit peu donné des exemples d'intelligence artificielle. Ensuite, on était là quand il y a eu le jury pour se positionner. En fait, quand chaque équipe est venue pitcher son projet, ce qui fait qu'on a rencontré les différents interlocuteurs au fur et à mesure. Et pas plus tard que la semaine dernière, on a essayé de faire une petite présentation. Il y avait des journées multicanales pour présenter en fait ce que c'était l'IA et vulgariser au sein de la caisse. Okay. Ce qui fait qu'on a une approche directe avec des gens et des gens peuvent nous poser des questions. Après, on sait où on ne sait pas répondre, mais on essaye de répondre. On est en apprentissage. C'est ça. Ouais. Okay. En tout cas, c'est intéressant de voir un peu le retour. Comment toi, tu as vécu ça? On sent que ça te plaît. Enfin, tu es contente de ta reconversion. S'il y a des personnes qui hésitaient à se reconvertir dans ces métiers-là, est-ce que tu aurais 2-3 conseils à leur dire ou quelque chose que tu aurais aimé entendre, toi, quand tu l'as fait, il y a cette réflexion il y a 2 ans? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, aujourd'hui, tu aurais envie de partager? Faut pas hésiter. On conclura juste du coup sur cette petite réponse si ça vous va à tous les trois. Parce que du coup, je vois le temps passer. Donc, je pense que justement, ce sera une bonne réponse en tout cas pour conclure l'atelier. Faut pas hésiter en fait. À partir du moment où, comme disait tout à l'heure Tatiana, on est motivé et curieux, ça se passe tout seul parce que déjà, on n'est jamais seul en travaillant en équipe. Donc, il y a une cohésion d'équipe qui est essentielle. Et après, se mettre apprendre, c'est déjà une chance aussi de pouvoir apprendre de nouvelles choses. Donc, faut pas hésiter en fait. Et il y a une équipe encadrante qui est là, s'il y a le moindre doute. Parce que forcément, au moment de formation, on se remet en question, on a des doutes. Et il y a toujours l'équipe encadrante qui est derrière pour nous rebooster. Et comme on est en parallèle avec les entreprises et qu'on sait d'avance les entreprises, on sait en début de formation dans quelle entreprise on va rejoindre. Ok, il y a un bon suivi. Donc, comme le disait Manon, on va terminer cette session. De toute manière, si vous avez des questions encore complémentaires, parce qu'on voit, qu'il y a je vois qu'il y a les questions fusées dans les discussions, le temps est compté. Pas hésiter à contacter Tatiana. Tatiana, elle est très disponible et puis elle pourra mettre en relation au besoin avec Patricia si nécessaire. Donc, vous retrouverez les coordonnées de Tatiana, alors soit via LinkedIn, et puis peut-être que Tatiana, tu peux les glisser dans le fil de discussion, ton email potentiellement. Et ça me laisse le temps de passer la main à Manon pour la conclusion, le temps que Tatiana écrive son contact. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tous les trois. C'était très intéressant, vraiment. C'était passionnant en tout cas de vous écouter. Et puis, merci. Et puis, effectivement, pour les participantes, n'hésitez pas à les recontacter si besoin. C'est vrai que du coup, sur le format en ligne, on ne peut pas là tout de suite maintenant se rejoindre autour d'un café. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous recontacter sur les réseaux. Et puis, alors, à suivre à 11h15, 2 autres ateliers. Donc, un sur comment financer sa reconversion et le deuxième sur un métier, donc développeuse. Vous aurez 2 développeuses qui viendront présenter votre métier. Donc, n'hésitez pas à participer ou sinon, il y a d'autres ateliers aussi cet après-midi et tout au long de la semaine. Donc, vous pouvez voir toutes les infos sur notre site. Et puis, merci à tous les 3 et puis à bientôt. Merci, bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.